Petit retour sur les réactions, d'abord au sein du PS à l'issue de ces primaires citoyennes. Alors on ne va pas parler que ça, je vous rassure, Franck Proust, je rappelle que vous êtes député européen depuis le mois de juin de l'UMP, dans cette grande circonscription du sud-ouest qui va de la région Languedoc-Roussillon jusqu'à l'Aquitaine. On va voir quand même les réactions de ces primaires, autant dans le Gard que dans le Hérault. Et on commence par le président du Conseil général du Gard, qui n'avait soutenu aucun candidat des primaires. Écoutez. C'est vrai que je soutenais Dominique Strauss-Kahn, parce que je l'avais déjà soutenu au Congrès. Et que, vous savez, j'ai souvent soutenu les gens qui ont perdu dans ma vie. Alors, c'est pas grave. Rocard contre Mitterrand, Delanoë contre Martine Aubry à l'époque. Alors j'ai pas eu peur de me mouiller, sinon j'aurais soutenu que les gagnants. Mais là, j'ai décidé de rien dire parce que je suis pas le chef d'un parti. Là, ce n'était pas vraiment une bataille, c'était une compétition entre camarades. Et maintenant, il commence la vraie bataille contre la droite dure de Marine Le Pen et de Nicolas Sarkozy. Et nous le ferons dans l'unité. Pour moi, c'est une grande victoire, effectivement, de démocratie. Et je note que c'est toujours le Parti socialiste et la gauche qui fait des progrès, que ce soit des progrès dans le domaine du social, des progrès dans le domaine de la démocratie, des progrès dans le domaine de la justice. Donc ce soir, nous avons un candidat qui s'appelle François Hollande. Et il a une légitimité, puisque derrière lui, il y a des millions de Français. Il faut que la page tourne, parce que le fossé qui s'est creusé entre les riches et les pauvres est devenu une insulte faite à la démocratie française et à la République. Donc je rappelle que c'est une République faite d'égalité, de fraternité et de liberté. Donc tournons la page et allons maintenant à la victoire, à l'essentiel, à la victoire des présidentielles au mois de mai prochain. Ce soir, il y a un gagnant par rapport à le candidat qui va tirer le Parti socialiste, ses sympathisants et la grande famille du progrès, mais il n'y a pas un vainqueur et un vaincu, puisque dès demain matin, c'est l'ensemble du Parti socialiste qui se met en ordre de bataille, de larges rassemblements pour, disons, affronter le match difficile, décisif, essentiel, incontournable qui sera celui de la présidentielle. C'est une très belle victoire qui consacre tout un travail à la fois des élus, des militants et puis de tous ceux qui souhaitent une gauche ouverte, une gauche sans tabou, une gauche qui permette à chacun de pouvoir y trouver sa place et pas une gauche sectaire qui refuse et qui exclut. Martine Aubry l'a dit, nous appelons au rassemblement et j'appelle dans le Gard au rassemblement. Et il faut qu'on soit unis et sans faille pour gagner les présidentielles de 2012. C'était le sens des primaires. Désigner un candidat avec une crédibilité et une légitimité qui soit incontestable. C'est le cas. Donc à partir de demain, tous au combat pour battre Nicolas Sarkozy et une droite que je trouve particulièrement haineuse. Une droite particulièrement haineuse, une insulte à la République, c'était les propos de André Vézinet tout à l'heure. Ce sont des propos de campagne, certes, de soirée électorale, mais ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère, là. Comment vous réagissez à vos amis socialistes ? D'abord avec le sourire, parce que je trouve que les mots sont parfois excessifs, mais que les socialistes, comme à leur habitude, ont le sens du théâtre, avec de bouts de ficelle, ils font toujours un peu le spectacle. On a vu les larmes de Ségolène Royal, Arnaud de Montebourg, tel le général Bonaparte et autres. Non, je crois qu'il faut distinguer deux choses sur ces primaires socialistes, le fond et la forme. Sur la forme en tant que telle, la primaire, je crois qu'ils ont plutôt réussi leur coup, ils ont bien occupé l'espace médiatique et c'est peu dire. Quand on parle chiffres, on peut les comparer aux primaires, par exemple, italiennes en 2006, qui avait été une première. Il y avait eu 4,5 millions de votants. C'était pour l'avènement de Romano Prodi, qui d'ailleurs avait été déchu 2 ans après. Petite histoire, petit clin d'œil. Mais bon, vous savez, moi, quand j'ai regardé ces primaires, j'ai vu plutôt un catalogue de bonnes intentions. Quand je les voyais tous les uns après les autres, là, j'avais l'impression de voir, vous savez, cette émission qu'on commence à regarder et à apprécier, Masterchef, avec des vieilles recettes et parfois même des produits un peu périmés. Parce que bon, entendre dire, il faut réduire les inégalités, on veut relancer la croissance, on veut que les gens soient les plus heureux possibles, je crois que tout le monde peut le dire. Alors aujourd'hui, effectivement, cette primaire pour eux avait un double objectif, dégager un leader, c'est fait depuis dimanche soir. C'est François Hollande, ce qui nous permet de rentrer, nous, véritablement en campagne, parce que maintenant, on a un adversaire bien identifié. Mais vous n'avez pas de candidat encore, vous êtes en campagne, alors qu'il n'est pas déclaré officiellement. On n'a pas de problème de leadership, on a un candidat légitime, qui est le président sortant. Après, reste le calendrier
pour que Nicolas Sarkozy annonce officiellement quand il sera candidat. Il force un peu le calendrier quand même, les socialistes, là, pour que vous partiez en campagne sans que forcément Nicolas Sarkozy se déclare. L'UMP travaille déjà depuis de nombreux mois sur la constitution du programme, parce qu'en fait c'est ce qui intéresse les Français. On ne peut pas aller devant l'électorat de la France avec un catalogue de bonnes intentions, comme je le répétais. Donc aujourd'hui on a travaillé, ce programme va être finalisé pour le fin novembre, début décembre, et après le président de la République se prononcera, lui, quand lui semble. Je veux dire qu'aujourd'hui, vu la conjoncture, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, ce qui est important, c'est qu'il continue à gérer les affaires de la France, parce que on le voit, chaque semaine il y a quand même un rebondissement. Il y a le G20 qui va présider d'ici quelques jours. Donc aujourd'hui, c'est le président de la République. On verra, il a tout le temps de devenir le candidat officiel pour l'UMP. Certains à l'UMP ont dit on va répondre point par point justement à ce qui a été évoqué pendant ces primaires PS. Ça va vous aider aussi à embrayer sur la question programmatique, effectivement. Tout à fait, je crois que vous avez entièrement raison. Aujourd'hui, j'ai pas entendu j'ai suivi avec beaucoup d'attention d'abord le débat du premier tour, parce sur que là, quel point vous pouvez répondre justement rapidement? Il y avait toute la palette. Moi, j'ai retenu peut-être 2-3 idées. J'ai entendu parler, et j'ai beaucoup de mal d'ailleurs à faire la synthèse, surtout après le débat du deuxième tour, parce que j'ai entendu François Hollande parler des contrats et contrats d'avenir. Et j'ai entendu en face de lui Martine Aubry dire de toute façon ça ne sert à rien, sauf que la mesure, lors du premier débat, elle coûtait 12 milliards, au deuxième tour, elle coûtait plus que 8 milliards, mais enfin, c'est quand même 8 milliards d'euros. Après, j'ai entendu parler du recrutement de 60 000 enseignants. Pourquoi 60 000 ? Pourquoi 80 000 ? Quand on prend le ratio nombre d'élèves par enseignant, il n'a jamais été aussi faible, mais on recrute un peu des fonctionnaires. Quand on prend 60 000 enseignants à 25 ans et qu'on les amène jusqu'à la retraite, c'est 100 milliards d'euros. J'ai entendu parler ensuite de l'éventuel retour à 60 ans pour l'âge de la retraite. Manuel Valls disant lui-même, dire ça aux Français, c'est mentir. J'ai entendu dire, qu'est-ce qu'on va faire du nucléaire ? Il faudra arrêter le nucléaire pour essayer de séduire les Verts. Quand on voit, les études avaient été faites et Angela Merkel a eu beaucoup de courage en Allemagne, c'est 250 milliards d'euros pour arrêter le nucléaire en Allemagne, c'est plus de 100 milliards d'euros en France. Alors, moi je le dis très clairement, ils n'ont pas voulu venir, contrairement aux socialistes, la plupart des socialistes européens, et notamment les socialistes espagnols, à la règle d'or des 3%. On est un pays qui est très endetté, on a une marge de manœuvre qui est restreinte. Alors de deux choses l'une, on va dans le mur. Donc il y a deux hypothèses. Avec les pseudo-lignes directrices du programme de François Hollande, c'est soit on ruine le pays, soit on renie les promesses engagées. Et je pense que quel que soit le président de la République qui va être élu en 2012... François Hollande qui a dit qu'une de ses priorités, c'était justement la réduction de l'endettement. C'était le retour aux 3%, voire moins. Il faut quand même que les paroles soient en adéquation avec les intentions. Parce que moi, j'ai vu et j'ai observé un nombre de dépenses pharaoniques, et j'ai pas vu quelque chose venir, hormis raboter quelques niches fiscales, prendre l'argent sur les banques ou sur les riches. Enfin, s'ils étaient si nombreux, ça se saurait. J'ai pas vu beaucoup de création de richesses. Bon, je pense que le problématique de la dépense chez les socialistes, ça fait partie de leur gène. J'allais dire, ça fait partie de leur ADN parfois. J'ai l'impression que François Hollande, quand il a fait son programme, d'ailleurs... Ça ne se retrouve pas forcément dans les périodes où la France a été gérée par le Parti Socialiste. Ce n'est pas forcément les périodes où il y a eu le plus de recours à l'endettement. Quand on regarde les années Mitterrand, et notamment les 2 premières années, c'est-à-dire le rêve socialiste de 80 à 83, parce que le rêve, au bout de 2 ans, il s'est vite arrêté. Ça a été quand même le syndrome de la calculette rose. Ça veut dire que les socialistes aussi sont capables de réagir à la crise. Et je le souhaite. Ce que Sarkozy a bien fait. Je le souhaite. Vous savez, on y reviendra tout à l'heure. Mon mandat de parlementaire européen me permet de travailler en dehors des clivages traditionnels. Il nous arrive à un moment donné de travailler même avec les socialistes français, les Verts ou autres, parce qu'il y a l'intérêt de mon pays qui prime. Mais quand je regarde les socialistes espagnols ou les socialistes portugais ou les socialistes irlandais, je les trouve bien plus raisonnables que les socialistes français. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi cette règle d'or des 3% n'a pas été consensuelle, alors que de toute façon, et on y reviendra tout à l'heure... Pourquoi faire une règle d'or à 3% alors qu'on a déjà un traité que l'on devrait respecter, qui prévoit 3%? Vous avez entièrement raison, Pierre-Paul, c'est effectivement dans le traité de Lisbonne. Mais jusqu'à présent, nous n'avions que de la prévention. À partir
du G20, on va avoir un volet répression, puisque José Manuel Barroso, depuis la semaine dernière, a prononcé un discours sur lequel il y aura des sanctions. Il y aura des sanctions financières pour les États, et on est en train de travailler sur les conditions d'attribution de subventions aux régions qui vont être conditionnées à la politique de chaque État, c'est-à-dire à cet endettement maximum de 3%. Ça veut dire que si l'État ne respecte pas, il y aura moins d'argent de l'Europe vers les collectivités, vers les régions de France. C'est pas moins, c'est plus du tout. Et d'ailleurs, vous pouvez voir ça déjà une punition. Ça sera une condition sine qua non, c'est-à-dire où on rentre dans les clous des 3%, et à ce moment-là, l'Europe va venir subventionner les régions. Et c'est très important, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'on voit qu'à chaque fois qu'il y a des projets économiques, de recherche, de croissance, l'Europe est là. On voit bien ce qui se passe, c'est qu'il y a des difficultés, c'est ce qui se passe en Grèce actuellement, c'est un peu l'extrême, le cas extrême, la Grèce, il y a des difficultés. On donne un coup de bambou sur tout le monde, résultat, on creuse les difficultés, on creuse les déficits, parce qu'on casse le peu de croissance, le peu de consommation qu'il y avait. Est-ce qu'on n'étouffe pas la dynamique, effectivement, économique des pays? Non, je crois qu'il faut travailler autrement. Vous savez, l'Europe actuellement, et les 27 pays qui composent l'Union européenne, on pourrait l'assimiler à un ménage qui a un niveau de vie de 3 000 euros par mois, qui a un revenu de 2 000 euros et qui va chaque mois demander 1 000 euros à sa banque. C'est plus possible. Le train de vie de chaque État est un train de vie que nous ne pouvons plus mener. Donc il faut revenir à plus de sérénité, de responsabilité de chaque État. Je crois qu'il y a eu une course à l'endettement pour justement essayer d'enrayer la croissance. On ne peut plus et on n'a plus les moyens d'avoir ce type de comportement, et donc il faut revenir à des choses très simples, c'est-à-dire réduire son endettement, mais essayer de rendre chaque État, et notamment la France, beaucoup plus compétitif sur nos marchés, les ouvrir, on y reviendra tout à l'heure, et c'est là où le marché européen et la mondialisation représentent une formidable opportunité. Franck Proust, est-ce que ça va changer quelque chose sur la scène internationale, alors que d'autres grandes nations, comme les États-Unis, s'intéressent pas vraiment à leur dette, même si elles ont eu un rappel à l'ordre il y a quelques mois. Il a fallu quand même faire le nécessaire. Mais est-ce que la position européenne n'est pas un peu isolée face à la Chine, l'Inde ou les États-Unis? Alors vous avez parfaitement raison de parler des États-Unis, parce que je trouve que les Américains ont un peu la mémoire courte. D'ailleurs, de quel droit M. Obama se permet de juger la situation européenne, hormis pour essayer de faire soit chuter l'euro ou rétablir le dollar par rapport au yuan en Chine? On voit très bien qu'aujourd'hui, il y a une communication. D'ailleurs, lui-même critique les Chinois à cet égard, mais c'était une communication qu'on pourrait assimiler à un billard à 3 bandes. Je veux dire, il faut quand même avoir un peu de dignité. On ne s'est pas préoccupé de l'effet subprime il y a quelques mois aux États-Unis. Ils étaient dans une situation difficile. D'ailleurs, le président Nicolas Sarkozy, n'oublions pas, c'est lui en tant que président de l'Union européenne qui a sauvé à ce moment-là la situation économique mondiale, avec le président Obama et le président chinois. Aujourd'hui, je crois que la France et l'Europe, bien entendu, a les moyens de sa politique, va prendre il y avait quand même, et heureusement que la Commission européenne, qui a trop tardé, parce qu'aujourd'hui, Barroso aurait annoncé il y a 2 ans, ce qu'il vient d'annoncer la semaine dernière à Strasbourg, on ne serait peut-être pas dans cet état. Mais aujourd'hui, au-delà du volet prévention, et Pierre-Paul Castelli avait parfaitement raison tout à l'heure, il y avait le traité de Lisbonne qui avait été là, et normalement on ne devrait pas être dans cet état, il y a surtout ce volet répression, avec un certain nombre de mesures, dont notamment la taxe sur les transactions financières qui était importante, pour essayer d'augmenter le budget de l'Europe et investir sur des secteurs de marché qui sont... Est-ce que, Franck Proust, vous êtes député européen, mais vous êtes également, vous avez un mandat local, est-ce que, franchement, vous allez défendre cette position qui consiste à assommer demain les collectivités locales françaises, celles des autres pays aussi, parce que l'État ne travaillerait pas correctement? Est-ce que c'est défendable, ça, devant vos électeurs locaux? Ah non, mais les collectivités locales, ce sont les régions en tant que telles, puisque vous savez que les fonds régionaux sont gérés par le SGAR, et l'entité responsable... Après-demain, à l'Est, donc il y a ce qu'ils appellent le comité de suivi, vous y serez d'ailleurs, avec l'Europe qui vient en région présenter ses plusieurs milliards, rien qu'en Languedoc-Roussillon. Pardon ? C'est plusieurs milliards sur 6 ans, rien qu'en Languedoc-Roussillon, ça veut dire qu'il faudra tirer un trait là-dessus? Je ne dis pas ça parce que je souhaite que le futur président de la République, quel qu'il soit, ait le sens des responsabilités. C'est-à-dire qu'il aille dans cette direction d'aller vers ce 3%, qui me paraît une règle essentielle. Mais on ne peut pas
aujourd'hui dire que l'État gère les affaires que les 27 États aient, j'allais dire, une autonomie parfaite de la gestion de son pays, et puis que l'Europe continue à injecter des millions et des millions d'euros dans chaque région. Il faut bien que aujourd'hui chaque pays se rende responsable. Mais je voudrais revenir simplement à la personnalité, rapidement, mais à la personnalité de François Hollande. Compte tenu de la difficulté, j'estime que quel que soit le président de la République, on doit avoir un président de la République qui a de l'expérience. Et ça, c'est peut-être une carence chez François Hollande, qui soit quelqu'un de courageux. Demain et au mois de mai 2012, être président de la République, ce n'est pas plaire à tout le monde. C'est avoir et prendre des mesures courageuses. Et vous savez, il y a un sondage qui est paru aujourd'hui et qui me paraît très intéressant. Que dit le sondage? On a assimilé François Hollande. C'est bien les sondages. François Hollande, c'est effectivement, vous connaissez bien mon métier et mon parcours. François Hollande et Nicolas Sarkozy à 2 films. Pour François Hollande, c'était Le Corneau et Le Bonheur est dans le pré. Pour Nicolas Sarkozy, c'était 24 heures chrono et Marche ou crève. Alors, on voit très bien la typologie des deux candidats. Je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus rassurant des deux. Mais je vous ai pas donné ma réponse. Je dis simplement qu'il faudra travailler. Et il y avait une deuxième question sur des étapes du Tour de France. Parce que vous savez que... Ah mais là, il a un avantage, il adore le vélo. Alors, Sarkozy. pour faire un parallèle à la Belgique, François Hollande, c'était 250 km d'une étape plat en Belgique. Et par contre, sur Nicolas Sarkozy, c'était l'étape du Galibier. Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, il faudra quelqu'un de courageux et qui a de l'expérience pour réussir à surmonter les difficultés, parce qu'on va pouvoir en parler dans la deuxième partie, les difficultés Franck vont être Proust nombreuses. va rester avec nous, on parlera tout à l'heure économie, on viendra sur l'agglomération de Nîmes. Merci beaucoup Olivier pour cette partie politique. Laurent, c'est bon, enregistrer plein de trucs là. Ah oui, moi le sondage qui compare les hommes politiques avec les étapes du Tour de France, je me demande qui c'est qui a posé les questions. Ils sont payés pour ça les gars? Allez, c'est la pause, à tout de suite.